Bonjour tout le monde. Impressionnant, c'est vrai, il y a beaucoup de monde, hein, ça va loin en arrière. Donc, j'aimerais souhaiter tout d'abord la bienvenue, puis merci à nos panélistes. Sans plus tarder, j'aurais une question assez large, mais question qui avait été posée ici tout à l'heure. Quels sont, selon vous, les apports de l'immigration pour les régions? Alors, Monsieur Polaise. OK, ça va? Vous m'entendez? Plus proche. OK, voilà. Okay. Quand vous me posiez cette question-là au départ, je me demande même pourquoi on pose la question. Ça me semble tellement évident, l'apport de l'immigration pour le développement régional, que je ne savais même pas quoi dire. Mais parce que le développement régional, c'est quoi? C'est des gens, c'est des hommes et des femmes, okay, sans monde. Il n'y a pas de région, il faut du monde. Or, c'est bien simple, on fait de moins en moins d'enfants, de bébés. Okay. Il y en a deux choses l'une, ou bien on fait des enfants nous-mêmes, moi, nos femmes, ou on fait venir d'autres mondes. Okay. Et c'est pas magique. Et là, l'immigration, que l'immigrant vient de la Colombie-Britannique ou du Sénégal, ça ne change rien. Il faut du monde pour faire vivre les régions. Vous le savez plus que moi qui vivez dans les régions. Le grand problème, c'est d'avoir du monde. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut du monde pour faire des régions. Très bien, merci. Alors maintenant, je passerai la parole à M. Milliard. Alors, j'ai bien des choses à dire. je veux remercier premièrement Emploi en Région pour l'invitation. Je vous avoue que je trouve ça assez intéressant de venir parler de régionalisation de l'immigration à 4 jours des élections à Trois-Rivières. Alors, non, mais je le fais sans blague, mais la personne qui a pensé à ça faudrait peut-être s'acheter un 649 là, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ceci étant dit, sans blague, on est dans un contexte, puis je vais répondre à votre question tout de suite après, mais on est dans un contexte où je pense qu'il est grand temps que la campagne électorale se termine. Vous êtes des experts, oui, il y a peut-être des gens qui applaudissent. Vous irez voter, si vous applaudissez, au moins allez voter. Mais je pense que c'est important puis vous êtes des experts d'immigration plus que moi. Vous êtes en mesure d'apprécier, je pense, que il n'y a pas un parti qui a le monopole du raccourci de rigueur intellectuelle quand on parle d'immigration en ce moment au Québec. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas un parti qui a tout à fait raison, ni un qui a tout à fait tort, mais je pense que il y a un glissement encore une fois, dans la rigueur intellectuelle dont on parle de l'immigration en ce moment. Je trouve ça extrêmement dommageable. Ceci étant dit, je pense que tous les partis s'entendent sur l'importance de la régionalisation de l'immigration. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. La question dont Olivier mentionnait tout à l'heure, d'éviter un double déracinement, donc d'avoir directement des opportunités dans les régions, c'est quelque chose qui est fondamental. Pourquoi c'est important l'apport de l'immigration en région? Bien, autant sur le contenant que sur le contenu, je vous dirais. Au niveau du contenu, on sait très bien qu'il y a beaucoup de secteurs qui peuvent bénéficier d'une immigration supplémentaire. Je pense au secteur agricole, je pense au secteur hôtelier, au commerce de détail. Il y a plein de secteurs où un apport de l'immigration serait plus que bienvenu. Mais au niveau du contenant aussi, je pense de l'apport culturel dans le tissu régional de plusieurs communautés culturelles, ça c'est extrêmement important. On n'a pas besoin de nommer le nombre de personnes immigrantes qui contribuent à faire du Québec ce qu'il est aujourd'hui, autant au niveau national, local qu'international. Alors, il y a une richesse qui est là. Puis, il y a aussi une dimension éducative aussi. Il faut se rappeler, on a des gens qui viennent, entre autres, de la Gaspésie, de plusieurs régions où il y a des milieux d'enseignement qui ont de la difficulté avec le nombre d'admissions. On sait très bien que l'apport de l'immigration dans plusieurs cégeps, entre autres, contribue à permettre que plusieurs programmes d'études demeurent disponibles en région parce qu'il y a un apport de l'immigration importante qui participe à ces cursus académiques-là. Alors, il y a plein de raisons pourquoi l'immigration est importante en région, mais il est temps qu'on en parle, je pense, dans d'autres forums, comme dans ce forum-ci. Très bien, merci beaucoup. Alors, la parole à M. Bourseau. Donc, c'est vrai que la question est large. On ne sait pas par où commencer. Ça me fait penser
un de mes cours au baccalauréat en sciences politiques où est-ce qu'on avait eu une question dans l'examen, c'était qu'est-ce que la politique? Ça valait 40% de la session. Il fallait savoir par où commencer. Donc, j'ai envie de dire, l'allocution de M. Roy tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant parce que même si j'avais pas été impliqué de si près que ça avec l'immigration, d'entendre parler, puis j'ai noté les termes exacts là, pour pouvoir leur dire d'autres fois, là, la migration primaire, parce d'aller chercher des immigrants à Montréal, tenter de les amener en région, c'est peut-être un phénomène qui a marché un peu, mais chez nous, ça marchait pas tant. Alors que les besoins sont tellement grands. Je vais vous donner un chiffre là, qui va probablement teinter tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes. Le taux de chômage dans ma région, chez nous, au mois d'août dernier, c'était 1,6 %. Vous comprendrez que, oui, on peut faire des bébés, là. Ils sont pas prêts à rentrer dans nos usines demain matin. On a besoin de monde en grande quantité. On a tellement à offrir ailleurs au Québec. On a une nécessité d'occuper le territoire québécois, ce qu'on n'a pas travaillé à faire suffisamment par nos politiques, à mon avis. Alors, c'est vraiment extrêmement important. C'est une question de vitalité de nos territoires. Puis, on en est rendu parce qu'on a fait un sondage dernièrement auprès de 400 entreprises dans notre région. C'est devenu une question de survie puis une question de pérennité pour nos entreprises qui n'arrivent plus à avoir les gens dont ils ont besoin pour pouvoir opérer leur entreprise, pour pouvoir penser à développer des nouveaux produits, pour ouvrir des nouveaux marchés. Et puis, j'ai assisté à une conférence hier de Marie-Josée Richer de Prana. Puis, elle a lancé ça, puis tout de suite, je l'ai capté, c'est « Adapt or die ». Bien, si on a des entreprises qui, par manque de main-d'œuvre, arrêtent d'innover, arrêtent d'investir dans leur capacité d'innovation, puis arrêtent de développer des nouveaux marchés, à court terme, ça règle leurs problèmes. À long terme, ça peut être vraiment problématique de façon très importante. Effectivement, beaucoup d'enjeux de survie d'entreprise aussi en région là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Roy. Merci. Donc, beaucoup a déjà été dit. Évidemment, l'enjeu de démographie au Québec est bien réel. En termes d'apport de l'immigration dans les régions, je mettrais peut-être l'accent sur deux principaux éléments qui ont déjà été mentionnés. L'emploi. Évidemment, les besoins de main-d'œuvre au Québec sont criants et vont rester criants encore pour facilement une décennie devant nous. L'immigration n'est pas la seule solution, évidemment. Il y a toutes sortes d'autres solutions d'automatisation, de requalification et autres dans lesquelles il y a quand même beaucoup qui a été fait dans les dernières années. Mais nonobstant toutes ces autres solutions-là, l'immigration reste quand même un des éléments importants. Et c'est présent dans l'ensemble des régions. Donc, il faut vraiment travailler là, pour amener davantage de personnes immigrantes dans les régions pour pouvoir occuper des emplois. Puis c'est des emplois dans tous les secteurs. On l'a vu pendant la pandémie, dans le secteur de la santé. Il y a beaucoup de personnes immigrantes, de personnes de minorités ethnoculturelles qui ont contribué à lutter contre la pandémie. Donc, je pense que c'est quand même très important de le souligner. Puis l'autre élément, M. Milliard l'a mentionné, la richesse culturelle, la culture québécoise, la culture dans l'ensemble des régions du Québec avec leurs spécificités. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce notamment à toute la richesse qui a été amenée au Québec par l'ensemble des personnes immigrantes depuis des décennies. L'immigration au Québec, c'est pas nouveau, là, ça date pas d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait partie du Québec. Et quels que soient les débats sur l'immigration, la diversité culturelle au Québec, dans les régions, fait partie de ce que nous sommes. Puis ça amène vraiment une richesse qu'il faut souligner. Si je peux me permettre rapidement, vous avez mentionné tout à l'heure dans votre présentation, M. Roy, l'énoncé de politique de 91, puis je pense que c'est là qu'on commençait à parler d'interculturalisme aussi au Québec et tout ça. Donc, il y avait et je pense que l'immigration en région, c'est aussi du relationnel, c'est aussi une connaissance des uns des autres, etc. Puis c'est pas banal non plus dans la capacité aussi d'attirer en région que les gens puissent connaître aussi les cultures, puis que les gens des régions puissent aussi connaître les différentes cultures. Enfin bref, il y a beaucoup d'apports là-dessus. Je passerai la parole maintenant pour la deuxième question à M. Paulès. Vous qui êtes économiste, les indicateurs, vous aimez ça en général. Je vous poserai la question, c'est quoi les principaux indicateurs là, pour mesurer justement cet apport de l'immigration? Il faut distinguer entre les indicateurs froidement statistiques. Et là-dessus, vous savez, si vous regardez, au Québec, on s'en sort assez bien. Je veux dire, les données pour les immigrants
sont assez positives. Okay? Là, on prend le revenu gagné. En général, les immigrants, après 4-5 ans, rejoignent très facilement les Québécois de souche, que ce soit le taux d'emploi. Le taux d'emploi des immigrants est même supérieur aux natifs. Donc, les immigrants paient des impôts, font des entreprises, tous les indicateurs qu'on connaît. Et sur tous ces indicateurs, je le répète, au Québec, on peut être fier. Moi, je dirais qu'au Québec, l'immigration, surtout si on se compare à bien d'autres nations, est largement un succès. Mais aussi, il y a des indicateurs, je dirais, plus personnels. Okay? Regardez simplement le nombre de commerces dans de restaurants de différentes nationalités. Ici, je me suis promené ici sur la rue des Forges. J'ai déjà vu des commerces africains, un restaurant mexicain, etc. C'est une richesse. Regardez ici dans le cégep ou à l'université. Je suis sûr qu'il y a plusieurs professeurs viennent d'ailleurs. Donc, il y a plein d'indicateurs, les indicateurs statistiques classiques, mais aussi les indicateurs qu'on voit avec nos yeux. Excellent. Donc, oui, effectivement, plusieurs types d'indicateurs, des softs et des plus durs, qu'on pourrait dire. Merci. Monsieur Milliard? Oui, M. Polaise a abordé plusieurs chiffres intéressants. Il y en a d'autres. Évidemment, il y a la question démographique. Là, je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'au niveau démographique, on est dans une démographie défavorable au Québec et on n'est pas encore dans le creux de la vague. On devrait l'être, selon les experts, en 2030. Donc, on vit déjà les effets négatifs, finalement, du déclin de la population, je vous dirais, québécoise. Mais ensuite de ça, pour s'en remettre, ça va être un peu comme la pénurie de main-d'œuvre. Ça va prendre plusieurs années. Ça, c'est un long parcours. Donc, évidemment, ça milite en faveur d'utiliser l'immigration comme un des leviers à la pénurie de main-d'œuvre par la situation démographique. Mais il y a aussi des statistiques qui sont, je vous dirais, plus positives, qui sont intéressantes. Et une de celles-là, c'est 2 chercheurs, Mme Sabat et M. Cicéros, si je me rappelle bien, d'HEC, qui ont sorti une étude l'année dernière à laquelle j'ai participé au lancement sur l'instinct entrepreneurial des personnes immigrantes versus, à titre comparatif, versus celui des natifs au Québec. Et dans la plupart des secteurs, des catégories d'âge, là, je vous en mêle pas avec tous les chiffres, mais dans plusieurs catégories d'âge, il y a 2 fois plus d'instinct entrepreneurial chez les personnes immigrantes que chez les natifs. Alors, quand on parle de la question de transfert générationnel dans les entreprises, de repreneuriat ou de création, évidemment, de start-up dans nos régions, dans nos rues principales en région qui souvent ont beaucoup de difficultés, puis même, encore une fois, dans le repreneuriat, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans parce que pour plusieurs cultures qui choisissent le Québec, il y a cette espèce d'allumage-là de vouloir prendre des risques puis de devenir son propre patron et de récolter les bénéfices de ça, ce qu'on peut faire dans un libre marché comme le Québec, qui est beaucoup plus fort que chez des Québécois qui sont ici depuis très, très longtemps. Fait que moi, je trouve que c'est une statistique qui est positive et qui amène à créer plein d'opportunités en région, un peu partout au Québec. Excellent, merci. Effectivement, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, repreneuriat et autres, comme attraction et intégration dans les régions, c'est aussi quelque chose de très, très important. Merci beaucoup. Monsieur Brousseau, maintenant? Oui, quand il est question de reconnaître la part de l'immigration en région, évidemment, il y a plusieurs indicateurs là, économiques là, par rapport à leur rapport sur le marché de l'emploi et tout ça, qui sont faciles d'aller regarder, d'aller chercher. Mais d'un point de vue municipal, c'est sûr qu'on va regarder la notion de leur rapport au tissu économique, à la diversification de notre région. Au niveau social, de quelle façon ils vont s'intégrer, de quelle façon ils vont être présents dans notre milieu. Vous savez, la ville de Thetford Mines, c'est 26 000 habitants. Il y a 85 nationalités actuellement présentes sur notre territoire. C'est vraiment énorme. C'est une progression complète. En fait, quand j'étais jeune, il y avait 2 familles de race noire, on les connaissait par leur nom. Il y avait une vague de Boat People à ce moment-là. Il n'y en avait pas d'immigrants sur notre territoire. Mais toute la notion économique a fait en sorte que il y a des besoins qui se sont dessinés, on s'est organisé, on a des entreprises présentement qui s'organisent pour aller chercher elles-mêmes les employés dont elles ont besoin partout sur la planète parce que l'apport actuellement n'est pas là, mais c'est devenu visible dans notre région, les gens s'intègrent, les gens sont présents dans nos différentes organisations dans le milieu
et ça fait en sorte que toute notre population maintenant est en contact avec le monde et c'est très bien ainsi, là. Merci. Vous faites penser, puis on revient un petit peu à ce que M. Paulès disait tout à l'heure aussi. Il faut penser largement une intégration à la région, pas juste en emploi. Il faut voir un peu dans l'écosystème, les services offerts aussi, qu'est-ce qui pourrait permettre aux gens, justement, au niveau familial, par exemple, etc. Donc, ça demande quand même beaucoup, une réflexion très stratégique, très, très large aussi à ce niveau-là, là, et une bonne collaboration. Merci. Monsieur Roy? Oui, je prendrai la balle au bon. Tout à l'heure, M. Arcan, vous parliez de l'interculturel, qui, comme la régionalisation, ça fait facilement une trentaine d'années là, que ça fait partie des politiques publiques au Québec. Puis étant sociologue, j'irais plus vers des indicateurs plus sociaux. Tout à l'heure, M. Côté parlait du sentiment d'appartenance. Je pense que c'est quelque chose aussi auquel il faut prêter attention, le sentiment d'appartenance. Les interactions dans le milieu de vie, entre les capacités d'avoir des interactions avec le voisinage, de lier des relations d'amitié avec les voisins et les collègues de travail. Puis également le sentiment de discrimination. Donc, c'est des indicateurs qu'il y a quand même de la recherche qui se fait, que ce soit par Statistique Canada, des chercheurs ici au Québec, même ici au MIFI, on a une enquête exploratoire dans le domaine. Puis ce qui est intéressant de constater, c'est qu'au Québec, le sentiment d'appartenance, bon, on pourrait regarder du côté négatif qui est plus faible envers le Québec qu'envers le Canada, mais concrètement, c'est quand même facilement 3/4 des personnes immigrantes qui ont un sentiment d'appartenance fort envers le Québec. Donc, c'est quand même gros, c'est quand même majeur. Puis ce qu'on regarde, quand on regarde d'une région à l'autre, parce qu'il n'y a pas de région aussi dramatique, puis il y a même des régions dites éloignées où on peut regarder que le sentiment d'appartenance va être plus élevé que dans d'autres régions. Bon, je pense que c'est des indicateurs qui sont intéressants à regarder pour bien voir l'intégration puis le succès de la régionalisation. Merci. Et si je peux ajouter rapidement, je pense que ce qui nous manque peut-être au niveau des indicateurs, c'est peut-être des mesures d'impact social des différents programmes aussi qu'on a mis sur pied depuis 30 ans, vous l'avez mentionné, parce que les résultats, on n'est pas toujours certain des résultats, puis vraiment de mesurer de manière rigoureuse. Puis il y a quelqu'un qui mentionnait d'entrée de jeu tout à l'heure, moi j'ai fait un peu de travail aussi là, dans les dernières années sur la régionalisation, puis une des choses qui m'a sauté aux yeux rapidement, c'est les gens qui décident de venir, quand ils sont bien accompagnés, sont bien reçus, sont bien intégrés, généralement, c'est plus facile, même qu'à Montréal, d'une certaine façon. Il y a des pratiques innovantes qui émergent presque spontanément sur le terrain, dans les entreprises et ailleurs, en région, qu'on ne retrouve pas nécessairement toujours à Montréal non plus, parce que, bon, c'est pris pour acquis, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même des facilitateurs, mais c'est pas toujours connu. Puis, évidemment, il faut pouvoir attirer pour que les gens puissent profiter, justement, de ces facilitateurs. Mais il y a quand même des choses qui sont positives, il faut quand même le dire là-dessus. Merci. Troisième question maintenant. Ça a été mentionné, je crois, par M. Côté tout à l'heure, sur les adaptations locales. Chaque région est différente, etc. Justement, je voudrais vous entendre sur la question de l'équité. Comment on peut assurer une certaine équité territoriale au niveau de la régionalisation, une répartition? Premièrement, est-ce que c'est important qu'il y ait une équité territoriale? Puis deuxièmement, si oui, comment on peut justement assurer cette équité? Il n'y a vraiment pas de réponse facile à cette question. Sinon, on ne serait pas ici. Sinon, l'équité se ferait toute seule. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de tentatives, mais j'ai dit, un des fonds, c'est que vraiment qu'il y a un meilleur arrimage, ou que, comme je dirais autrement, que les régions soient davantage impliquées, même au début dans le processus. Je pense qu'il y a déjà, on est au ministère de l'Immigration. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que les agents à l'étranger reçoivent une bonne formation sur les différentes régions du Québec? Vraiment s'assurer qu'il y a un va-et-vient presque sur le terrain pour la sélection des immigrants entre les régions et le processus de sélection. Je ne sais pas, est-ce que le ministère de l'Immigration a des bureaux dans chaque région? Il y a eu un redéploiement dernièrement. Au Québec, effectivement, il y a des bureaux dans toutes les régions. Oui. Alors, donc, c'est pas facile. Il faut
au départ, à l'entrée, quand l'immigrant arrive, que ce soit clair pour lui quelles sont les possibilités, les opportunités. Il ne faut pas que le premier contact soit Montréal. Et là, permettez-moi de lancer une idée peut-être un peu farfelue, mais est-ce qu'on pourrait travailler avec Air Canada ou d'autres pour faire, dans certains cas, que Québec soit davantage l'aéroport d'accueil pour les immigrants et non Montréal? Ah, c'est... Vous avez certains Il y a des gens, il y a des partisans. Moi-même qui Ben, vis... au moins, ça, disons, ils ne seront pas plus proches de la BTB, mais ils seront moins plus proches de l'Est du Québec. Oui, parce que même dans la région de la vieille capitale, de la capitale nationale, c'est pas les chiffres non plus sont pas très élevés là, en termes d'attraction. C'est clair que la région de Québec pourrait accueillir énormément, beaucoup plus d'immigrants. Et là-dessus, je rebondis rapidement. Ça a été mentionné avec l'immigration primaire au début. On constate aussi souvent les gens qui viennent de régions peut-être moins métropolitaines, moins urbaines dans leur pays d'origine. Des fois, c'est plus facile aussi. T'sais, il y a aussi cette identification des profils, si je peux l'appeler comme ça. Ça a déjà été fait au Canada au début du 20e siècle. On le faisait avec les Ukrainiens dans l'Ouest, etc. Donc, évidemment, adapté avec des pratiques modernes et contemporaines, là, mais c'est le genre de choses qui pourraient peut-être se faire aussi. Là. C'est sûr que la personne qui vient de Paris aurait moins de tendance à aller en Gaspésie que la personne qui vient de la Gironde. Donc, Exactement. Merci, M. Milliard. Ben moi, je déteste pas votre idée. Il faudrait reparler de ça, d'avoir des points d'accueil centraux qui sont différents de Montréal. Enfin, je trouve ça intéressant. Sur la question de l'équité, il faudrait définir équité parce que, oui, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une équité dans la répartition des personnes immigrantes au Québec. D'ailleurs, je me faisais le commentaire en regardant la provenance des gens dans la salle. Vous avez vu les pourcentages. Mon Dieu, que ça serait génial que ça soit les pourcentages aussi de répartition de l'immigration au Québec. Imaginez. On aurait 29 à Montréal, on aurait 10 en tout cas, je me rappelle pas, là, mais je trouvais que c'était un portrait qui serait intéressant d'arriver. Maintenant, je pense qu'il y a il devrait y avoir une équité des opportunités des régions à accueillir des personnes immigrantes, mais je suis pas certain qu'on devrait provoquer absolument cette équité-là. Je m'explique dans le sens que je pense qu'on devrait avoir une meilleure connaissance pour les personnes immigrantes des différentes opportunités en région. On devrait donner à chaque région une plus grande chance peut-être de faire connaître son potentiel pour des personnes immigrantes. Maintenant, il ne faut pas évidemment contrôler non plus. Je blague à peine, là, mais on mettra pas des barrages sur la 20 et la 40 pour garder les gens dans une région X, Y, Z. Alors, je blague à peine dans le sens qu'il faut quand même laisser, évidemment, une libre circulation, mais qu'il y ait une meilleure égalité des opportunités de connaissance des différentes régions du Québec. Je pense que ça, c'est un des travaux sur lesquels on pourrait s'atteler comme organisation. Plusieurs de vos organismes travaillent déjà là-dessus. On le fait, nous, à la Fédération, avec le programme Un emploi, un sol québécois. Et ça, c'est ce qui permet de mieux faire connaître l'ensemble du Québec aux gens à l'international. Effectivement, on vit dans un pays où la libre circulation des personnes est assurée. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de remettre ça en question. Merci. M. Bourseau. En fait, j'allais un peu dans le même sens. Moi, j'appelais ça qu'on ait l'équité dans les occasions de se faire valoir en région. Je pense que c'est ce qui est important. Il faut que toutes les parties prenantes aient l'occasion de faire remonter les besoins aussi dans tout ce système-là, pour faire en sorte que les gens qui arrivent chez nous aient plus de possibilités de connaître qu'est-ce qui existe d'autre, leur donner le goût d'aller ailleurs. Je veux dire, à Appalaches, on est 5,1 de la population, on a 0,5 des immigrants. Puis je pense que à peu près n'importe qui habite au Québec, il sait que le marché de l'emploi dans le Chaudière-Appalaches, il est excellent. Donc, je pense que c'est important de faire en sorte de mieux faire connaître ces opportunités-là. Les immigrants qui viennent chez nous, en fait, c'est des immigrants que nos entreprises payent pour aller les chercher. Il y en a un peu qui arrivent, mais la plupart des immigrants qui arrivent chez nous, là, c'est parce que j'ai rencontré une entreprise dernièrement. Ben, ils prennent une firme, ça coûte 20 000 par personne qu'ils vont chercher, puis ils sont allés en chercher 50 dans les 12 derniers mois. Cette entreprise-là a payé 1 million de dollars pour aller chercher des travailleurs internationaux. C'est incroyable, là, mais il n'en arrive pas autrement. Donc, c'est de cette façon-là qu'on s'y prend. Alors, c'est extrêmement important qu'on ait davantage d'occasions de se faire valoir. On parlait, je vais avoir l'air de changer de sujet, mais on parlait entre autres de délocalisation d'emplois de la part du gouvernement. Bien, des emplois gouvernementaux,
pour des immigrants, c'est intéressant aussi. Donc, cette importance-là de délocaliser réellement ces emplois-là, pas juste de créer des postes en télétravail chez nous. Il faut que ce soit des postes où est-ce on demande aux gens d'aller y travailler. Bien, pour une clientèle de chercheurs d'emploi immigrants, ça devient intéressant aussi. Puis, bien, quand on entend parler de francisation, bien, je vous annonce que quand on vient à Thetford Mines, ça a beau avoir une connotation anglophone, normalement, il devrait être bon pour se sentir assez pris pour parler français rapidement. Donc, clairement, ça va aider aussi à cette question de francisation-là. Et puis, j'aborde aussi la notion d'éducation. On a un cégep chez nous qui est très, très dynamique pour faire en sorte de faire croître cette clientèle. Et on a environ 20% de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Et ça, c'est ceux qui sont admis parce qu'il y en aurait des centaines de plus qui sont refusés aux portes du Québec alors qu'ils voudraient venir étudier chez nous, puis ils n'en ont pas la possibilité. Puis ces gens-là qui viendraient étudier chez nous pendant 3 ans, 2 ou 3 ou 4 ans, bien, ils commencent cette intégration-là dans les murs d'un cégep. Ils apprennent comment ça fonctionne chez nous. Ils auraient envie de rentrer dans le marché du travail chez nous. Puis présentement, les seuls qu'on laisse entrer, c'est ceux qui ont été capables de démontrer hors de tout doute qu'ils vont retourner chez eux après leurs études. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de ce côté-là à réfléchir aussi, là. Je pense notamment, c'est un petit dada que j'ai personnellement, j'ai un projet avec le Cégep de Thetford Mines sur les étudiants athlètes qui viennent, qui sont issus de minorités. Et puis un autre 20% que c'est des étudiants athlètes, et 20% des étudiants internationaux. Et d'essayer de les retenir après leurs études aussi. Si je peux reprendre 2-3 idées que vous avez émises, M. Brousseau, je pense que la question de l'arrimage entre les besoins des entreprises directement et donc des organismes comme Promis, de mon ami Delfino, font un travail intéressant aussi d'arrimage avec ces choses-là. Donc, je pense que c'est une bonne pratique. Vous avez mentionné aussi, sauf erreur, vous faisiez allusion à des travailleurs temporaires, travailleurs temporaires. C'est aussi la question des statuts d'immigration sont très importants. Puis là, vous savez, là, les immigrants temporaires, maintenant, ça a pris une énorme importance, là, peut-être justement parce que sans dire que c'est un aveu d'échec de la régionalisation, disons que le fait de faire appel plus à des temporaires en région, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu une régionalisation comme on l'aurait souhaité. Puis, troisième élément qui vient complexifier beaucoup la chose, c'est celle du télétravail que vous avez mentionné. Et ça, c'est pas juste Montréal versus les régions, là, ça va être éventuellement, ça va être Montréal versus le monde aussi, mais ça affecte directement aussi pour plusieurs emplois qualifiés notamment, là. Fait que ça, je pense que c'est un défi, il faut aussi en être conscient, là. Merci. M. Roy. En plus de ce qui a déjà été mentionné, je dirais ce qui peut aider à aller plus loin, soit dans l'équité ou du moins que l'ensemble des régions puissent davantage bénéficier des personnes immigrantes, c'est d'avoir une sorte de réflexe régionalisation. Quand on conçoit qu'on déploie un programme, que ce soit un ministère, plusieurs ministères ensemble ou les organismes municipaux communautaires, au lieu de concevoir un programme sans trop penser à cet enjeu de la régionalisation, puis qu'on se retrouve finalement que le programme est pas vraiment ne permet pas de faire bénéficier l'ensemble des régions, de se dire dès le départ comment on peut concevoir le programme, la mesure, le service avec les partenaires pour que vraiment dans l'ADN même de ce programme, de cette mesure, que les régions puissent en bénéficier. Et que les spécificités des régions puissent en ressortir, qu'il y ait des adaptations, s'il y a besoin qu'il y ait des adaptations, ou du moins que tout le monde puisse en bénéficier. C'est un peu ce que nous, avec notre plan d'action ministériel sur la régionalisation, à l'échelle du ministère de l'Immigration, c'était l'idée qui était sous-jacente, là, que dorénavant, au sein du ministère, quand on conçoit quelque chose, qu'on pense dès le départ, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bénéficie à la régionalisation, particulièrement la migration primaire. Si je peux vous relancer rapidement, est-ce qu'il y a des mesures concrètes, je ne sais pas, des mesures fiscales, par exemple, des incitatifs pour des personnes immigrantes qui voudraient aller en région, je ne sais pas des congés d'impôts quand même, là, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des mesures comme ça à l'échelle plus gouvernementale, provinciale? Bien, évidemment, si le fédéral s'y mettait, ce serait bien, mais là, on n'est pas là. Mais est-ce qu'il y aurait des choses à faire à ce niveau-là? C'est sûr que ça peut être une possibilité. Ça a déjà été mentionné sur l'espace public. Il existe un crédit d'impôt là, pour les jeunes qui sont en région éloignée. Nous, au ministère de l'Immigration, ce qu'on essaie de tester en ce moment, c'est plus à plus petite échelle en matière pour soutenir des séjours exploratoires. C'est une pratique qui existe déjà depuis plusieurs années avec nos organismes communautaires.
mais là, plus en mode pilote, essayer de voir avec un incitatif, puis avec un séjour exploratoire un petit peu plus soutenu, essayer d'amener des personnes immigrantes. Là, on est plus dans le modèle de l'immigration secondaire, là, donc des personnes qui sont à Montréal, mais avec un incitatif de courte durée, voir qu'est-ce que ça peut faire comme différence. Donc, par la suite, bon, selon les résultats, il y a toujours des options possibles. OK, merci. Alors, pour tout le monde, si vous ne l'aviez pas senti, on a abordé des aspects un peu plus du passé tout à l'heure avec des questions là, sur l'apport, sur des indicateurs qui nous permettent de voir un peu l'apport. Et puis, maintenant, j'aimerais vous amener un petit peu plus vers à la fois présent, puis on va sortir avec le futur. Comment on peut arriver au niveau des régions, et là, je sais qu'il y a beaucoup de monde du communautaire, donc ça peut peut-être, vous avez sûrement plein de connaissances et de compétences à ce niveau-là, mais je vais vous poser la question, comment on peut arriver à évaluer la capacité d'intégration, reprenons le modèle d'attraction, d'intégration, puis éventuellement de rétention des personnes immigrantes dans les régions en fonction des forces, des faiblesses de chacune et tout ça. Actuellement, il y a tout le débat sur les seuils d'immigration, tout le débat qui tourne sur justement notre capacité d'intégration. Or, je vous soumets que la question ne se pose pas pour les régions. Le débat, on sait, même on le dit ouvertement, le problème c'est la francisation. Et c'est un problème montréalais. Point la ligne, avec quelques exceptions, peut-être dans le Gatineau, là, mais c'est largement un problème montréalais. Donc, quand on parle des régions, au fond, quand vous y pensez, il n'y a pas vraiment des seuils, il n'y a pas vraiment, a priori, des limites. Okay? Parce que l'immigration, en termes économiques, quand elle se fait bien, est un cercle vicieux. Un cercle vertueux, m'excuse, effacé. Okay. Un cercle vertueux. L'immigrant qui arrive, qui prend un emploi, un bon emploi, et surtout si, comme on l'a déjà parlé, entrepreneur, investisseur, crée ses propres conditions de durabilité. Il lui-même et ses enfants créent après une demande, font fonctionner l'économie. Quand les premiers colons sont arrivés ici en Mauricie, en 1600, je ne sais pas quoi, on ne s'est pas demandé c'était quoi la capacité d'accueil de ces immigrants-là. Ils ont construit les maisons et construit une région. Donc, disons, dans les régions, on revient aux premières questions de développement économique. Okay? Pour faire une région, ça prend du monde. Et dans la mesure où les immigrants qui arrivent, espérant c'est une immigration réussie, c'est aussi des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs, a priori, c'est même pas une question qu'on devrait se poser. Ce qui ne veut pas dire que l'intégration culturelle est nécessairement facile, automatique, mais sur le plan économique, une immigration réussie, je le répète, est en quelque sorte un cercle vertueux. Très bien, merci. Effectivement, le débat sur les seuils est un peu, si vous me passez l'expression, un peu stérile. Merci. Monsieur Milliard? C'est pas évident de mesurer la capacité d'intégration de chaque région, et pourtant, il va falloir y arriver. Parce que moi, je pense que c'est le dénouement de toute cette histoire-là passe par objectiver davantage le débat, et plus on va mettre de chiffres dans le tableau Excel pour mesurer la capacité d'intégration, moins, plus on va réduire le carré de sable de chicane potentielle sur le seuil d'immigration ou sur la façon dont on doit se comporter en matière d'immigration au Québec. Puis tantôt, je faisais des commentaires politiques, mais je tiens à préciser, à faire la différence entre, évidemment, les décisions politiques puis le travail, exemple, que fait le MIFI. Le MIFI a tout plein d'informations et est complètement dévoué à cette tâche-là de mieux objectiver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la capacité d'intégration? Accueillir quelqu'un dans une région, qui soit, à la limite, qu'il soit un immigrant ou pas, c'est un jeu de séduction. Hein. C'est un peu ceux qui ont vu La Grande Séduction, là, ça commence à dater, mais le propos est encore bon. C'est-à-dire que quand on va accueillir quelqu'un chez nous,
faut essayer de mesurer aussi son indice de bonheur à rester chez nous. Donc, comment qu'on est heureux quand on est dans un endroit? Ben, c'est c'est la base, là. On remplit les besoins de base de la pyramide de Maslow. Donc, on se sent en sécurité, on est logé, on est nourri, on est valorisé, on est heureux. Alors, malheureusement, il y a certains de ces items-là dans certaines régions où c'est difficile. Pas l'amour ni la valorisation. La question du logement, exemple. Alors, il y a plein de gens pour qui mesurer la capacité, en fait, pour plusieurs régions, mesurer la capacité de logement, mesurer les places en garderie, mesurer les infrastructures récréo, sportives, les places en milieu d'enseignement, les places pour apprendre le français dans ces régions-là, c'est tous ces paramètres-là, avec une certaine pondération, qui vont finalement bâtir le fameux tableau qui va nous donner peut-être un chiffre ou à tout le moins une fourchette de réelle capacité d'intégration par région. Et en additionnant les 17 chiffres, c'est là qu'on va arriver à un chiffre qui va être pas mal plus difficile à challenger que les chiffres qui circulent en ce moment. Donc, on revient un petit peu à notre question sur les indicateurs tout à l'heure et je me permettrai un commentaire parce que je vise absolument personne ici, mais le financement aussi pour les organismes qui travaillent sur le terrain, parce que c'est beau avoir des chiffres et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais après, le déploiement de tout ça, il faut avoir les moyens de ses ambitions, comme on dit. D'ailleurs, le redéploiement, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça au ministère, mais le redéploiement dans les régions depuis quelques années au MIFI, je pense que ça a été bien accueilli, puis on peut voir ça comme une volonté vraiment là, de mieux comprendre un peu les réalités régionales, puis de faciliter éventuellement justement cette attraction-là. Merci. Monsieur Bourseau? Oui, ben, en fait, juste pour faire le lien avec ce que vous dites, on sent vraiment qu'il y a des choses qui se passent présentement au ministère de l'Immigration qui sont intéressantes là, pour la suite des choses. Je faisais référence tout à l'heure à l'importance que toutes les parties concernées se mobilisent, participent au processus. Là, on parle autant des organismes du ministère, les personnes immigrantes, la population, les municipalités, les organismes communautaires. Tous ces gens-là doivent se parler pour bien comprendre la façon qu'il faut travailler. Mon président, tantôt, Daniel Côté, parlait de faire confiance aux municipalités. Nous sommes ceux qui connaissent le mieux notre terrain, qui connaissent le mieux nos besoins. Une part de succès aussi va venir justement dans l'adéquation entre nos besoins versus qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux gens parce qu'évidemment, on veut pas que les gens soient de passage, on veut que les gens restent. On a abordé la notion du logement. Oui, le logement, présentement, dans plusieurs endroits au Québec, c'est compliqué. Ça l'est même chez nous, un peu moins présentement. Heureusement, ça a provoqué un peu le milieu privé chez nous à offrir davantage. Toute la notion d'accès à des services de qualité. Donc, on veut s'assurer que tout le monde ait accès à des services qui vont faire en sorte qu'ils développent un sentiment d'appartenance puis un attachement envers le milieu d'accueil. Évidemment, il faut travailler à planifier correctement l'arrivée. Donc là, je fais référence aussi à ce que vous dites concernant les organismes qui vont travailler à faire en sorte que les gens s'en viennent chez nous. Il faut s'assurer que ces organismes-là soient aussi alignés sur la vision de leur milieu pour s'assurer qu'on ait les meilleurs résultats possibles. Mais je reviens sur vraiment l'importance que les municipalités soient davantage imprégnées de ce processus-là pour que ça nous ressemble le plus et qu'on ait les meilleurs résultats possibles pour le bien de tout le monde. Non? Ce qui inclut, je pense aussi, une offre de services, d'activités culturelles, sportives et autres aussi qui puissent être attirantes à ce niveau-là. Merci. Monsieur. J'irais aussi, bon, c'est sûr qu'il y a un enjeu d'indicateurs, de chiffres objectifs, mais j'irais aussi sur le moyen d'arriver à cette capacité. Puis en introduction, je parlais du programme d'appui aux collectivités. Avec ce programme-là, où un de ses volets principaux, c'est vraiment de travailler avec les municipalités régionales de comté ou les villes ayant compétence de MRC. La façon de faire maintenant, donc depuis bientôt 2 ans, c'est que dès le départ, on travaille avec la MRC, grâce notamment à notre déploiement régional, notre présence en région, pour vraiment faire une planification, d'abord faire un diagnostic sur le territoire, que ce soit de la MRC, de la municipalité locale ou de plusieurs MRC, si elles se mettent ensemble, faire une sorte de diagnostic de qu'est-ce qu'il y a sur le territoire comme service, qu'est-ce qui manque, c'est quoi les besoins,
où est-ce que la MRC, les organismes partenaires veulent aller. Puis on veut vraiment que ça se fasse dans une démarche de consultation, de concertation de l'ensemble des partenaires sur le territoire, pour vraiment dégager des priorités pour l'ensemble du territoire, inscrire ça dans une démarche de planification, mais qui ne couvre pas seulement le petit volet du programme qui ultimement va être financé, mais qui couvre l'ensemble des besoins en matière d'immigration, puis d'immigration avec un grand I, donc que ce soit l'immigration elle-même, l'intégration, la francisation, les relations interculturelles et ainsi de suite. Donc, on soutient vraiment cette démarche-là de planification qui va permettre vraiment à la MRC, avec l'ensemble de ses partenaires, de voir c'est quoi les besoins sur son territoire, ce sur quoi ils veulent agir, puis ensuite, avec nous, avec l'ensemble des autres ministères pertinents, travailler ensemble pour essayer de répondre à ça puis de mettre en place les conditions pour favoriser l'accueil et l'intégration. Merci beaucoup. Alors, dernière question pour le panel et ensuite on va passer là, à des questions de la salle. J'aurais peut-être le goût de cibler un peu en fonction de vos champs d'expertise. La question est la suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire collectivement? Et M. Pollet, en termes de connaissances, pour vous, ensuite, chacun en fonction de son champ, c'est quoi les travaux qui restent à identifier, à faire, en fait, les terrains à investir, etc.? Il me semble qu'on a fait un peu le tour au niveau de la connaissance, mais peut-être que je suis un peu naïf ou enfin. On va poser toute une, là. Wow. Vous voulez que je vous propose un projet de recherche? S'il est financé, j'embarque. Heureusement, je suis à la retraite, donc. Mais non, toutes les études de plus qu'on peut faire qui regardent les cas de succès ou l'échec de succès sont vraiment le bienvenu. Je veux dire, on peut faire quelques bonnes économistes, sociologues, etc., regardez vraiment qu'est-ce qui fait que dans certaines régions du Québec, on a l'air proportionnellement de mieux réussir. Okay? À la fois les caractéristiques des immigrants, peut-être c'est les caractéristiques des immigrants à l'origine, peut-être c'est certaines caractéristiques des régions. Il ne faut pas prendre des cas trop faciles. Certaines régions du Québec sont plus prospères économiquement que d'autres. Donc, c'est évidemment, vous êtes en croissance rapide, c'est plus facile. L'Estrie a une économie un peu plus dynamique, disons, que la Mauricie. Okay. Mais, donc, ce serait normal que le taux de rétention en Estrie soit un peu plus élevé. Mais une fois comme disent les économistes, on standardise pour ces facteurs-là, est-ce qu'on peut isoler des facteurs qui font que certains types de personnes, mais certaines régions réussissent mieux à retenir leurs immigrants? OK, merci. Un bon projet pour poursuivre la carrière. C'est bien. Monsieur Milliard, maintenant, vous qui Chambre de commerce, les employeurs, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là pour faciliter un peu les choses? Je pense qu'il y a une responsabilité. En tout cas, il y a une opportunité de créer des conditions gagnantes pour que les entreprises et les régions se fassent mieux connaître à l'international, fassent mieux connaître, dans le cadre des régions, évidemment, la proposition de valeur de la région pour les personnes immigrantes à l'international, mais aussi les entreprises. C'est pas juste une question de gouvernement ou de municipalité ou de région. Les entreprises doivent participer à des forums où ils peuvent faire connaître leurs besoins puis les avantages d'aller travailler en région chez eux. Puis évidemment, les chambres de commerce servent à ça aussi. Ils sont un peu un carrefour d'informations puis de rencontres. Alors nous, dans notre plan stratégique, entre autres à la Fédération, on veut travailler davantage avec plusieurs chambres à l'international. Dans un premier temps, des chambres francophones, justement, ça tombe bien, de mieux faire connaître les diverses opportunités qui existent en région. Donc, on a signé une entente, entre autres cet été, avec la Chambre de commerce et d'industrie de France, qui est quand même assez connue ici, mais aussi de Wallonie, de Genève, de la CPCCAF, donc la Confédération des chambres africaines. Donc, on essaie de créer des opportunités. On organise beaucoup de webinaires aussi pour faire connaître des marchés qui sont moins connus. Donc, en faisant des partenariats comme ça, on espère que nos membres, les entreprises, vont participer davantage à des missions internationales, de sorte que dans des salons d'emploi ou dans des salons de promotion
du Canada ou du Québec, principalement du Québec, ben qu'on ait, oui, une représentation forte de Montréal international, de Québec international, mais qu'on ait aussi du visuel puis des histoires à succès à raconter de Rimouski, de Gaspé, de Rouyn-Noranda et d'ailleurs directement, et pas que les gens arrivent à Montréal, comprennent qu'il existe d'autres villes exceptionnelles au Québec, comme celle que je viens de nommer. Merci. J'aurais une sous-question pour vous là-dessus, puis je ne veux absolument pas vous mettre dans l'embarras d'aucune façon, mais est-ce que les entreprises, puis on peut parler en région, mais même de manière générale, les entreprises québécoises sont-elles bien outillées pour faire cette attraction, cette intégration, cette rétention? Est-ce qu'il y a des mesures, on les appelle beaucoup les mesures EDI actuellement, les pratiques en EDI, etc. Est-ce que il y a encore beaucoup de chemin à faire là-dessus ou de plus en plus on a des milieux d'accueil intéressants? Bien, il y a deux questions là-dedans. Est-ce qu'ils sont tous rendus là? Non. Est-ce que c'est de la faute des autres? Pas toujours. Dans le sens que je pense que les entreprises doivent prendre à bras-le-corps le dossier de la pénurie de main-d'œuvre puis l'apport de l'immigration. Ils ont une responsabilité, pas juste d'attendre après le gouvernement ou après des organismes autres. Donc, ils doivent prendre ça à bras-le-corps. Malheureusement, il y a beaucoup de programmes et d'initiatives qui sont méconnus des entrepreneurs. Donc, c'est la faute à qui? Je le sais pas. Les entrepreneurs en ont par-dessus la tête en ce moment. Donc, des fois, entre s'informer sur un programme d'immigration puis travailler parce qu'il y a personne. Bon, il y a cette réalité-là. Là, c'est un exemple assez concret. Mais je pense que, encore une fois, les chambres de commerce, les associations doivent mieux faire connaître les programmes qui existent parce que c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Mais il faut arriver à concrétiser ça, là, cette meilleure connaissance-là des régions du Québec à l'international. C'est une des pistes de solution. On a dit quelque chose qui m'apparaît fondamental, c'est qu'au Québec, on a quand même beaucoup de choses qui existent. Il y a beaucoup d'initiatives. Ce forum en est un exemple, mais il y a énormément de choses qui existent, qui parfois sont méconnues aussi. C'est vrai que les employeurs aussi sont débordés souvent et n'ont pas toujours le temps. Déjà, la francisation en milieu de travail, ça, c'est une bonne pratique, là, mais ça demande aussi quand même des efforts et tout ça. Dans le contexte de pénurie, il faut essayer il faut prendre la mesure de tout ça aussi. Merci. Au niveau des municipalités maintenant, est-ce que des choses, là, qu'est-ce qui serait à faire là, dans un proche avenir là, qui pourrait être intéressant? Bien, évidemment, c'est toute la notion de concertation de la municipalité avec ses acteurs dans son milieu, faire en sorte qu'on ait le meilleur résultat possible dans l'accueil des gens, parce qu'évidemment, on veut que les gens restent. Je vais faire du pouce sur ce que mon collègue disait au niveau de faire savoir cette opportunité-là. On l'a abordé tantôt aussi. Mais il faut que les gens sachent à quel point il y a des opportunités en région. Dans Chaudière-Appalaches, il y a 89 % des entreprises qui ont des postes vacants. Est-ce que c'est su? Est-ce que c'est su que la notion du coût du logement est largement inférieure? Les maisons les moins chères au Québec sont dans ma ville. Ça coûte rien habiter chez nous comparativement ailleurs, puis dans bien des emplois, on gagne le même salaire. Oui, on a des employeurs, des entreprises qui vont s'impliquer, évidemment, celles qui vivent le problème de façon plus aiguë vont s'impliquer de façon très active dans ça. Mais ça vient à faire en sorte qu'on a un peu d'iniquité aussi entre les entreprises parce que nous, on le voit très bien dans notre milieu. Les entreprises qui font des démarches à l'immigration, c'est celles qui sont plus grosses, celles qui ont les services de ressources humaines, qui sont en mesure de prendre le temps que ça prend pour faire les démarches qu'il faut parce que je pense qu'on sait tous ici que faire ces démarches-là, pour les travailleurs temporaires, qu'on souhaiterait qu'ils soient permanents, mais que présentement, ils jouent les règles du jeu en fonction de ce qui est sur la table. Mais il reste que c'est long, c'est coûteux, et puis ça prend une équipe de travail qui est dédiée à ça dans l'entreprise parce que c'est complexe. Puis souvent, ce que ça vient faire en sorte, c'est que l'employeur vient jouer un rôle qui vient outrepasser ce qu'il devrait faire parce que la capacité d'accueil présentement dans le milieu n'est peut-être pas suffisamment là pour prendre en charge toutes les facettes que comporte l'arrivée d'un immigrant chez nous. Alors ça aussi, il faut le réfléchir, il faut faire en sorte de délester le plus possible l'employeur qui devient présentement celui qui embauche, celui qui fait vivre, celui qui fait travailler et celui qui loge, qui devient propriétaire de l'immeuble où est-ce que la personne occupe. Ça peut venir qu'à créer certaines situations qu'il faut idéalement éviter. Par en même temps, l'employeur, il ne veut pas non plus être propriétaire d'un parc immobilier pour loger ses travailleurs immigrants. Il ne veut pas ça dans la vie, là. Mais présentement, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire. Donc ça, c'est sûr, cette part-là vient donner une certaine responsabilité au milieu de se concerter davantage pour essayer d'amener des solutions à ces enjeux-là. Mais je répète que présentement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont 10 employés
et qui ont 2 postes vacants, qui font faire des démarches pour aller chercher les travailleurs aux Philippines. Mais j'ai une entreprise qui est allée en chercher 50 dans la dernière année, qui a déboursé $1 million pour le faire. Donc, ce n'est pas à portée de tout le monde, mais c'est un besoin qui est là pour tout le monde. Puis dans ce contexte-là aussi, il faut voir que surtout pour les travailleurs temporaires, il n'y a pas beaucoup de flexibilité. S'ils travaillent à un endroit, ils ne peuvent pas travailler à 2 endroits, même pour une même compagnie, etc. Là, c'est souvent un peu plus restreint à ce niveau-là, c'est plus difficile. Donc, un peu plus de flexibilité. Monsieur Roy, au niveau des institutions maintenant, au niveau du MIFI, mais pas, globalement un peu, qu'est-ce qui pourrait être fait? Je prendrais l'exemple de ce qui se passe ici aujourd'hui et demain, où, il y a des représentants du gouvernement, j'ai des collègues du MIFI, du MTS, peut-être du MAMACH, il y a des personnes du milieu communautaire, privé, municipal, recherche. Donc, tout le monde a son champ de mission, tout le monde a sa champ de compétences, ses capacités humaines également, ses ressources. Mais pour que la régionalisation de l'immigration fonctionne, pour qu'on aille encore plus loin, il faut que tout le monde réussisse à trouver les points de jonction entre ses champs de mission, entre ses capacités, qu'on s'épaule les uns les autres en fonction justement de ses capacités pour mettre en place des solutions, que ce soit des solutions innovantes ou de renforcer des solutions qui fonctionnent déjà, puis s'assurer qu'elles puissent prendre leur plein déploiement. Donc là, on le fait à grande échelle ici aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien, à plus petite échelle, à l'échelle locale, régionale, et puis évidemment avec un ministère qui est présent dans l'ensemble des régions, avec des directeurs qui sont dans les conférences administratives régionales, dans les conseils des partenaires du marché du travail, dans toutes sortes d'instances de concertation. Je pense qu'on a les conditions qui sont quand même là pour y arriver. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on voit beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses à faire. Hier, j'étais dans un forum un peu similaire à celui-ci, avec à peu près la moitié des gens à Montréal, et il y avait beaucoup de gens du communautaire, puis une chose qui ressortait beaucoup, c'est premièrement de faire ressortir la complexité des choses. On voudrait avoir des solutions faciles à des problèmes qui sont complexes. Quand on parle de régionalisation, on peut rajouter une couche de complexité. Puis j'aimerais aussi faire un petit aparté là-dessus. Je ne sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais on parle de régionalisation, mais c'est beaucoup plus, justement, complexe que ça. Trois-Rivières, c'est une chose, mais il y a des régions dans les régions, si je peux dire ça comme ça aussi. Donc, il y a des pôles plus urbains qui sont peut-être plus faciles. C'est plus facile pour attirer. Mais ensuite de ça, il y a aussi des régions plus rurales dans ces mêmes régions-là. Donc, on voit quand même, il y a plusieurs niveaux. L'autre élément qui ressortait beaucoup aussi, c'était la question du temps. On est dans une logique de court terme. On est dans une situation de conjoncture économique qui est un peu critique, pour le dire comme ça, avec la pénurie, les raretés. Mais tout ça, c'est des processus qui, on l'espère, dureront pas un autre 30 ans, mais qui quand même durent, qu'il faut les voir dans le temps. Dernière chose, puis pour faire un petit peu de revenir un peu sur Monsieur Roy, ce que vous avez dit, plusieurs acteurs hier en appelaient aussi à avoir de nouvelles méthodes de collaboration entre les différents acteurs. Chambre de commerce, niveau institutionnel, municipal, les acteurs, les gens de la recherche aussi, etc. Avoir de nouvelles méthodes pour faciliter ce qu'on pourrait appeler peut-être le co-développement d'une certaine façon, puis pouvoir innover aussi sur différents aspects, là. Alors, merci. Si je ne me trompe pas, Benoît Malric, tu me fais... Oui, c'est à vous que je passe la parole, c'est ça? OK. Bon, parfait. Ben alors, merci beaucoup, panélistes.